On va poursuivre avec la littérature, mais avec un autre genre que le roman, bien entendu avec Zena Abirached, c'est la bande dessinée. Mais cette fois-ci, vous êtes prêté à un exercice un peu différent à travers cette exposition Comptines et berceuses du monde sur le bout de la langue, organisée par les bibliothèques de la ville de Paris. Avant de vous entendre et de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer, un aperçu justement de cette expérience. Une petite escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Le bourdon dit à la clochette, tais-toi donc, méchante sonnette, ding dong, ding dong. Je vais à la chasse au tigre, je vais à la chasse au tigre. Je peux pas passer au côté, je peux pas passer au côté. Alors il faut nager. Zena Abirached, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure? Eh bien, c'est difficile de résister à ce genre de proposition. Donc, c'est un projet assez global de collecte de comptines et de berceuses du monde entier, auprès précisément des bibliothèques du 19e arrondissement. Oui. Donc, la collecte est assez gigantesque. On en a gardé une douzaine seulement. Et alors les langues, il y a du roumain, il y a du hindi, il y a de l'arabe du Maroc. Enfin, il y a plusieurs langues très intéressantes dont je ne connaissais rien au départ. Enfin, je ne connais toujours rien, mais c'était l'idée des bibliothèques de la ville de Paris était de les rendre accessibles. Bon, d'abord, dans la collecte, il y a l'idée de garder une trace, de transmettre. Un héritage, Un héritage, bien sûr. Et puis, dans chacune des images que vous avez vues, il y a évidemment une traduction en français de chaque comptine de tous ces pays-là. Et moi, ma mission était de les illustrer avec un seul dessin. Ce sont des panneaux qui étaient au départ montrés en extérieur sur les grilles du Buttes-Chaumont, du parc des Buttes-Chaumont. Et voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est en couleur. Ouais, c'est vrai. Ce qui est quand même assez rare. Ouais, c'est plutôt rare. Et c'était très amusant, je dois dire. Ouais. L'exposition dit ceci, c'est vrai que ça peut paraître léger, c'est l'enfance, mais ça dit beaucoup de choses. L'exposition présente, chaque comptine ou berceuse est un don précieux, vous avez parlé d'héritage, de celui ou celle qui accepte de livrer cette part de ses mémoires d'enfance, en fait. Et oui. Il y a vraiment cette notion de partage. Ah oui, tout à fait. Puis c'est très émouvant, ça crée une espèce aussi de banque linguistique de données. Du 19e arrondissement. Avec... Ce qui est très touchant aussi, c'est que dans la collecte, il y a la voix des usagers des bibliothèques, qui ont tous les âges, des enfants, des adultes. Oui, c'est ça, c'est participatif. Âgées, vous avez dit les grilles du parc des Buttes-Chaumont, les habitants de cet arrondissement du nord de Paris, quartier populaire, issus de cultures d'ailleurs et de pays différents. Ils ont vraiment été associés, ces habitants, au projet. Hein. Oui, comment ils réagissent? Tout à fait. Je pense que c'est assez joyeux, assez émouvant aussi. Puis, vous avez dessiné avec les enfants un peu? Alors, je l'ai fait un peu plus tard, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a aussi, en plus de tout ce dont on a parlé, de la transmission, de garder une trace, de l'héritage, etc., il y a un musicien qui s'appelle David Doucerin qui a participé au projet et qui, lui, a réinterprété, en fait, toutes ces comptines collectées. Et il y a à chaque fois un QR code sur chacun des visuels pour pouvoir écouter justement dans la langue originale avec la musique de David. C'est un projet assez global que je trouve très beau parce qu'il y a quelque chose d'assez fragile aussi dans cette transmission. Ça peut se perdre vraiment très facilement, cette oralité. Et puis, il y a des spécificités de chacune des cultures, des langues d'origine qui sont très belles. Et ça peut susciter des vocations. Vous chantiez quand vous étiez petite ou pas? Ou est-ce que les berceuses vous ont peut-être un peu aidé à chanter? Vous chantiez dès le plus jeune âge, non, Sarah Ben Abdallah? Je chante, en fait, aussi loin que je me souvienne, peut-être même j'ai commencé à chanter avant de parler. C'est pas mal ça. Zena Abirached, vous avez une autre actualité, hein, votre dernier livre, une version dessinée du Prophète de Khalil Gibran aux éditions Segers. On en avait déjà parlé, mais ça a été lu fin septembre. Vous avez parlé tout à l'heure de la langue hindi en Inde. Là, pour les coups, on est Maghreb Orient Express, mais à l'extrême-orient. C'est à l'Alliance française et à la résidence de France de New Delhi, dans le cadre d'une nuit de la littérature. Comment ça s'est passé? C'était extraordinaire parce que je suis arrivée
anglais et j'ai rencontré donc le poète qui devait lire en anglais. Moi, j'ai lu la version en français. Il y avait donc ce poète indien qui a lu en anglais. Et surtout, il y avait ces deux musiciens extraordinaires que j'ai rencontrés quelques heures avant d'entrer en scène. Donc, il y avait quelque chose de très... une grande émulation, quelque chose de très fort. Et puis la musique indienne, moi, ça me parle aussi parce que l'écart de ton, la musique orientale, tout ça, c'est évidemment pas exactement la même manière d'écrire la musique, mais ce sont des sonorités qui sont très très belles, qui auraient probablement plu à Gebran Khalil Gibran, enfin j'espère. En tout cas, c'était un très beau moment. Voilà, que je réitère d'ailleurs, j'en profite, cette fois en français et en arabe, avec Tania Saleh, qui est une chanteuse libanaise. Elle a crié à Marseille le 22 novembre. Voilà, j'en profite Théâtre de la pour vous en Criée à parler. Marseille. Vous faites de la publicité, vous avez bien raison. Zena Abirached, bon, je vais vous poser aussi la même question parce vous parliez tout à l'heure effectivement de Gaza notamment et des écrivains. Il y a la situation au Liban. La question, elle est simple, on ne sait pas comment vous la poser, mais on imagine que vous prenez des nouvelles sans cesse des proches au Liban et dans la région. Comment vous vivez cette situation ? Je la vis très mal, je la vis à distance. Et c'est vrai que beaucoup de mes amis libanais, enfin, on a tous ressenti la même chose, c'est qu'on avait envie de prendre un avion et d'être là-bas. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est ce qu'on a, je pense, tous senti, l'envie d'être là-bas avec ceux qu'on aime, nos familles. Et c'est très, très difficile de vivre ça de loin. On est scotché à nos écrans. Moi, j'ai même une amie qui m'a offert un cordon parce que j'ai toujours le nez dans mon téléphone. Ça nous réveille la nuit. Enfin, c'est un cauchemar. Évidemment, nous, on est, comme tu le disais, Karim, on est en sécurité. C'est bien facile de dire ça à un micro en France. Mais c'est un cauchemar, on ne sait pas bien comment ça va s'arrêter. Alors, il y a aussi cette strate de violence en plus qui vient s'ajouter à toutes celles qu'on a connues depuis 1975. Et un bilan, je peux rappeler les chiffres, mais en fait, ce qui est catastrophique, c'est qu'est-ce qu'on va faire après aussi, de ces 1,5 million, 2 millions de déplacés, une énorme partie de Beyrouth détruite encore. Non, c'est l'éternel recommencement. Oui, avec une espèce d'impunité insupportable, en fait.